La Première Guerre mondiale est un moment marquant de notre histoire. Véritable enfer sur terre pour ses combattants, elle marqua aussi bien les corps que les esprits, laissant certains paysages marqués à tout jamais par les combats. Que ce soit sur les causes, les stratégies militaires ou même la vie dans les tranchées, de nombreuses croyances ont été relayées au cours des années, perturbant notre compréhension de ce conflit hors du commun. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur 4 mythes sur celle qui devait être la der des der, la dernière grande guerre. La Première Guerre mondiale était-elle inévitable? C'est une question qui aurait pu changer le monde, éviter des millions de morts, voire même éviter la Seconde Guerre mondiale. Mais est-ce que cette dystopie était-elle vraiment possible? On va essayer de voir ça, et pour ça on va commencer par rappeler un peu le contexte de l'époque. Au début du XXe siècle, l'Europe était divisée en deux camps. La Triple Entente, composée de la France, du Royaume-Uni et de la Russie, face à la Triple Alliance de l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie et l'Italie. Ces alliances avaient pour but de garantir une certaine sécurité, en équilibrant les rapports de force entre grandes puissances européennes. Mais au final, elles ont inconsciemment créé une situation où le moindre petit conflit local peut rapidement prendre des proportions exponentielles. Et le 28 juin 1914, l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand fut cette malheureuse étincelle. Ce meurtre, pourtant perçu au début comme un banal événement, finissant par embraser l'Europe. Chaque pays devant respecter ses alliances, même si ces alliances étaient bien souvent uniquement défensives. L'alliance franco-anglaise, appelée l'alliance cordiale, est par exemple beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît, car dans ce texte, l'alliance est avant tout tournée vers la défense des colonies, et rien n'oblige le Royaume-Uni à devoir obligatoirement s'engager auprès de la France dans un conflit à l'échelle européenne. Un autre facteur à prendre en compte est le nationalisme, particulièrement présent dans les Balkans. L'Empire austro-hongrois qui contrôlait cette région devait faire face à de nombreux mouvements indépendantistes, notamment de la part des Slaves. Ces tensions politiques se sont accentuées lorsque la Russie, très active dans cette région, se posait en défenseur de la Serbie, rendant les échanges entre les deux grandes puissances particulièrement tendus. La fin du 19e siècle et le début du 20e est aussi le début d'une gigantesque course à l'armement. Chaque pays se préparait à l'idée d'un conflit, renforçant l'idée que la guerre n'était pas une question de si, mais de quand. L'Allemagne en particulier, tout jeune empire, cherchait à devenir un acteur majeur de la politique européenne, par la force si nécessaire. Mais malgré ces causes structurelles, la guerre n'était pas forcément inévitable. Certains historiens soulignent que des erreurs de jugement et des décisions politiques mal avisées ont joué un rôle clé. Par exemple, l'Empire austro-hongrois, après l'assassinat de son héritier, a pris la décision de déclarer la guerre à la Serbie, sans réellement mesurer les conséquences de cette action. En réponse, la Russie, l'allié de la Serbie, mobilisa ses troupes, entraînant l'Allemagne, l'allié de l'Empire austro-hongrois, dans un conflit avec la France, elle-même alliée de la Russie. Les dirigeants de l'époque pensaient, peut-être un peu naïvement, que le conflit serait court, mais en sous-estimèrent gravement sa portée. En conclusion, la Première Guerre mondiale n'était pas inévitable en soi, mais les tensions profondes, la méfiance mutuelle et l'absence de volonté politique pour apaiser les conflits ont rendu un affrontement presque impossible à éviter. Si les acteurs avaient fait d'autres choix, peut-être que l'histoire aurait suivi un chemin bien différent. Les taxis de la Marne furent totalement inutile. Cette affirmation, bien qu'un peu trop directe, n'est pas totalement fausse. Mais comme d'habitude en histoire, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc on va commencer par poser les bases. En pleine bataille de la Marne, le 6 septembre 1914, le sort de Paris est en jeu. Les Allemands sont aux portes de la capitale et doivent à tout prix être stoppés dans leur élan. Manquant cruellement d'hommes sur le front, le général Gallieni essaye de réquisitionner un maximum de trains dans l'espoir d'acheminer rapidement des renforts. Mais totalement désorganisé, le réseau ferroviaire est incapable de transporter efficacement des troupes. Finalement, au pied du mur, Gallieni ordonna que quelques 1200 taxis parisiens et bus soient réquisitionnés pour transporter en urgence vers le front les soldats de la 7e division d'infanterie. Du 6 au 8 septembre 1914, chaque taxi part des Invalides avec à son bord 5 à 6 soldats. Roulant au péril de leur vie, même en pleine nuit, ces convois parcoururent près de 60 km pour déposer au plus près que possible du front les renforts tant attendus. Finalement, grâce à cet exploit, ce fut plus de 4000 hommes qui furent amenés sur le front, mais contre toute attente, ceux-ci ne furent même pas engagés au combat et occupèrent en fait plutôt des postes d'arrière-garde et de soutien. En fait, sur le plan militaire, la contribution des taxis est quasiment nulle. Sur les 2 millions d'hommes déployés sur le front, ce n'est pas ces quelques milliers d'hommes transportés par taxi qui changea l'issue de la bataille. Mais par contre, c'est sur le plan psychologique que là les taxis ont fait fort. Cet événement montra toute la détermination de l'armée française, l'épopée devenant rapidement un symbole d'unité et de solidarité nationale, galvanisant civils comme soldats.
Mais les taxis de la Marne, c'est aussi la voiture, le progrès, la vitesse. À une époque où le principal moyen de transport restait le cheval, cette expérience prouva avec brio l'efficacité des automobiles, ouvrant la voie au concept d'unité motorisée si redoutable durant la Seconde Guerre mondiale. En 1917, la guerre atteint un point de saturation. Depuis 4 ans, les soldats vivent dans des conditions déplorables, côtoyant au quotidien la boue, les rats, les maladies, auxquels s'ajoutent les bombardements incessants. Les attaques lancées par le commandement français sont souvent suicidaires et mal préparées, sans qu'elles n'aient aucune réelle conséquence sur le front. De plus en plus, les promesses d'une victoire rapide faites au début du conflit semblent s'éloigner un peu plus chaque jour. Le nombre de pertes humaines est effroyable et l'ampleur de la souffrance commence à miner le moral. La goutte d'eau qui fait déborder le vase survint après les échecs militaires du général Nivelle au chemin des Dames au printemps 1917. L'attaque, censée briser le front allemand, se solde par une hécatombe. Des milliers de soldats français meurent pour des gains insignifiants. Et les promesses d'une fin rapide de la guerre faite par Nivelle finit d'achever le moral des soldats. L'opinion parmi les troupes devint de plus en plus sceptique et hostile vis-à-vis de son commandement. Les premières révoltes éclatent au printemps 1917, principalement sur le front occidental. Des régiments entiers se soulèvent, les soldats refusant de continuer à mener des attaques suicidaires en sortant de leurs tranchées pour simplement gagner quelques centaines de mètres sur l'ennemi. Car c'est bien ce point qui est trop souvent oublié quand on parle des mutineries 1917 et qui est pourtant hyper important. Les poilus ne refusent pas de se battre pour la France, mais ils sont surtout à bout de cette guerre ô combien trop coûteuse en hommes. Depuis 1914, les troupes françaises sont sur tous les fronts, que ce soit en position offensive ou défensive, les poilus donnent leur sang pour la France. Et cette dévotion, on la voit bien dans les chiffres. En 1917, l'armée française totalise plus de 3 millions d'hommes blessés ou tués. En comparaison, les Britanniques en comptent un peu plus de 1 300 000 et les Allemands 2 600 000. Rappelons qu'au début de la guerre, la France n'est peuplée que de 40 millions d'habitants, contre 70 pour l'Allemagne et 50 pour la Grande-Bretagne. Mais il faut pas croire, ces pays sont aussi touchés par le refus des soldats de monter au front. Les armées austro-hongroises, italiennes et surtout russes sont secouées par d'importants mouvements de contestation. En Allemagne, grèves et émeutes se multiplient à l'arrière, réclamant l'arrêt de la guerre. On trouve même la trace d'une révolte dans le camp d'entraînement britannique d'Étaples. Au plus fort de la mutinerie, on compte 68 divisions sur les 110 qui composent l'armée française qui refusent de prendre part au combat. Au total, ce serait entre 59 et 88 000 soldats qui seraient impliqués dans à peu près 140 actes collectifs d'indiscipline. Face à cette insurrection, les autorités militaires réagissent avec une brutalité implacable. Des milliers de soldats sont emprisonnés et une centaine d'entre eux sont condamnés à mort pour leur rôle dans les mutineries. Mais un soldat condamné, c'est un soldat de moins sur le front, et ça, l'armée ne pouvait clairement pas se le permettre. Alors, le commandement français, conscient de l'impasse, décide de réorganiser l'armée et de modifier les tactiques de guerre. Le 10 mai, Nivelle est remplacé par le général Pétain. Au passage, le pic de mutinerie est atteint juste après sa nomination. Mais la stratégie moins offensive de Pétain permet aux poilus de respirer un peu. Pour eux, Pétain améliore la nourriture, réduit la fréquence des attaques et autorise plus de permissions. Mais faut pas croire, c'était pas tout rose non plus. Pétain, c'est avant tout un commandant, et de nombreuses condamnations sont à signaler. Par contre, attention avec ces chiffres, parce que je m'en suis rendu compte durant mes recherches, beaucoup sont énormément exagérés. On compte au total 3500 condamnations, dans laquelle 1381 sont des peines de prison, et 554 sont des condamnations à mort, dont seulement 49 sont effectives. On est donc bien loin d'une armée française paralysée, refusant de se battre pour son pays, et dont la seule réponse des généraux fut la peine capitale. La seule demande de ces combattants fut d'être considérés comme des êtres humains, et non plus comme de la simple chair à canon que l'on envoyait à l'abattoir. Le maréchal Pétain. Quand on évoque ce nom, on pense à la guerre de 39-45, à la collaboration de Vichy, à la défaite de la France. Mais on pense également à Verdun. Verdun, cette bataille décisive de la Première Guerre mondiale, indissociable du maréchal Pétain. Mais en se penchant un petit peu plus sur le déroulé de la bataille, est-ce qu'on peut dire que Pétain a réellement gagné cette bataille ? La bataille de Verdun est lancée par les Allemands le 21 février 1916. Mais déjà, pourquoi cet endroit ? Pour la simple et bonne raison que Verdun est considéré comme l'un des secteurs les plus calmes du front. Les troupes françaises sont réduites au minimum et les canons des fortifications ont été déplacés ailleurs. Du coup, quand les Allemands massent 60 000 soldats et 1200 canons au nord de Verdun, le général en chef Joffre, il y croit pas et pense à une diversion. Mais il se trompe lourdement.
Le 21 février 1916, l'enfer se déchaîne. Les Allemands pilonnent les Français sous plus de 80 000 obus tirés en une seule journée. Survivant au déluge de feu, les garnisons françaises dirigées par le lieutenant-colonel Émile Durand tiennent bon et ralentissent fortement l'avancée allemande. Et vous allez me dire, Pétain, il est où dans tout ça? À ce moment-là, il est introuvable depuis quasiment 2 jours. Ou plutôt, il n'est pas à l'état-major. Il se trouve en réalité dans une chambre d'hôtel de Paris, avec l'une de ses nombreuses maîtresses. Bizarrement, la propagande de Vichy, ils vont pas trop en parler de cet épisode. Mais pendant cette petite escapade de Pétain, la situation à Verdun, elle a vite évolué. Et ce sont les commandants sur place, comme le général Édouard de Castelnau, qui prennent les décisions et sauvent miraculeusement Verdun. Pétain arrive quant à lui finalement le 25 février à 19 h et installe son QG à Souilly à 20 km du front. Mais arrivé en pleine nuit sous une tempête de neige, Pétain tombe malade et reste au lit pendant plusieurs jours. Pourtant, la légende veut que la simple annonce de Pétain ait regalvanisé ses troupes. Une histoire certes très belle, mais loin de la réalité. Car non, Pétain n'arrive pas à Verdun en sauveur. C'était à ce moment un colonel quasi inconnu de ses soldats, et au matin du 26 février, soit 5 jours après le début de la bataille, il n'a toujours eu aucun impact sur le cours des événements. En réalité, c'est l'incroyable sacrifice des poilus et les décisions de Castelnau qui ont sauvé Verdun. Mais comme ce dernier était trop proche des milieux catholiques et royalistes, son nom a été discrètement effacé. Pour tenir Verdun, Pétain va mettre en place cette doctrine, défendre et consolider les positions françaises, délaissant les offensives à outrance. Il met en place une route, la Voie Sacrée, qui permet à des milliers de camions de réapprovisionner Verdun en hommes et munitions. Un autre système attribué à Pétain est le système du tourniquet. Pour alimenter le front en sang neuf, les hommes ne restent rarement plus d'une semaine en première ligne, avant d'être relevés et renvoyés à l'arrière. Grâce à ce système, près de 2 tiers des soldats français vont participer à la bataille de Verdun. Mais le rôle de Pétain dans tout ça est quand même à nuancer. En réalité, Pétain s'appuyait fortement sur ses collaborateurs, des officiers compétents avec des idées novatrices en avance sur leur temps. C'est notamment le cas avec le capitaine Aimé Doumans, qui est le véritable organisateur de la Voie Sacrée. Mais alors, si Pétain n'a pas sauvé Verdun, d'où vient une telle popularité? Elle vient de plusieurs facteurs. Déjà d'une importante construction médiatique, comme la légende de son arrivée providentielle à Verdun. Son tempérament plutôt défensif, voire carrément lâche d'après certains, l'a fait aussi grandement aimer auprès de ses troupes, qui voyaient en Pétain un officier moins enclin à les envoyer au massacre. Et ce fut justement cet enclin d'organiser des offensives qui fera disparaître au profit de Pétain son plus grand rival, le général Nivelle. Celui-ci avait gagné le cœur des gradés en organisant les contre-offensives victorieuses de Verdun, mais sa défaite, bien trop coûteuse en vie humaine du chemin des dames, lui fera perdre la confiance de ses troupes et le fera remplacer à la tête des armées et dans les livres d'histoire par le maréchal Pétain. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai encore plein d'idées reçues sur la première ou sur la seconde guerre mondiale, alors dites-moi en commentaire si une deuxième vidéo vous intéresserait. Comme d'hab, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et d'activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous pour un prochain récit.